Salut! Bienvenue dans La Pause Enchantée, le podcast qui met une bonne dose de magie dans ton quotidien. Pour ce nouvel épisode, j'ai choisi de recevoir Laetitia, alias Daydream Universe, sur Instagram, l'une de mes meilleures amies et personnes les plus passionnées que je connaisse. Dans tout ce qu'elle fait, qu'il s'agisse de ses goûts, de ses créations ou encore de ses looks, cette meuf a tout simplement de l'or entre les doigts. Mais cet épisode ne sera pas sur son art, alors si vous voulez voir ce qu'elle fait, je vous donne rendez-vous sur son compte Instagram pour découvrir ses merveilles. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet que l'on adore toutes les deux, les pins. Vous savez, ces petites pièces de métal que l'on porte sur des lanières, sur nos vêtements ou dans des cadres ? De mon côté, j'aime les associer à mes tenues pour une petite touche Disney dans mon quotidien, et je commence à en avoir pas mal, je dois vous l'avouer. À travers cet épisode de La Pause Enchantée, j'avais envie d'en savoir plus sur le pin trading et d'échanger avec une véritable passionnée et collectionneuse. C'est la première fois que je fais un épisode de podcast sur ce thème, et si d'autres sujets vous intéressent, n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux sociaux ou par mail, vos idées sont toujours bonnes à prendre pour les futurs épisodes de La Pause Enchantée. Prenez votre boisson préférée et quelques minutes de pause bien méritées, je vous embarque avec moi à la découverte de la passion des pins. Jingle. Super. Allez. Quelle intro. Coucou Laetitia. Bonjour Pixie. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je te propose un petit jeu pour apprendre à mieux te connaître. Je sais pas si t'as déjà écouté les précédents épisodes de podcast. Si, un petit peu, mais je suis pas préparée. C'est bien, je préfère. Ouais. Donc l'idée, c'est de répondre le plus vite possible à 6 questions sans réfléchir. Ok. Le personnage dont tu aimerais être l'acolyte. Pégase. Déjà, c'est un cheval, il vole, très pratique niveau transport. Je l'aime bien, il est sympathique, il est mignon. De quel personnage pourrais-tu être la voix ? Alors moi j'ai ma petite idée sur la question, mais j'ai hâte de savoir ce que tu vas répondre. Je pense peut-être réponse. C'est exactement ce que j'avais en tête. Bon, on est voilà. raccord. Si une attraction était un lieu de vie, où choisirais-tu de t'installer ? Mais attends, comment tu veux que je réponde à ça rapidement ? Oh non, mais là tu me demandes de faire des choix, c'est pas possible. Spontanément, il y en a aucune qui te vient ? Mais en fait, il y en a plusieurs, mais entre aimer une attraction et aimer y vivre, c'est pas la même chose, tu vois. C'est clair. J'hésite entre Big Thunder Mountain. Ah ouais, mais alors pour y vivre... Voilà, un petit peu galère. À part si tu t'installes dans les montagnes, quoi. Mais bon... Voilà. Après, il y a Pirates des Caraïbes, ce qui est plutôt viable, mais disons qu'il y a des pirates un petit peu partout si t'as un peu peur de te prendre un petit coup de sabre. Puis c'est un peu sombre aussi, je trouve. Hein, voilà. Et sinon, après, il y a It's a Small World. Mais bon, après, t'as la musique entêtante dans la tête pendant 3000 ans. Donc t'as des voisins un poil bruyants, quoi. Ouais, c'est ça. Mais au moins, c'est beau. C'est bon. C'est un monde de bisounoursland, quoi. Écoute, je pense qu'on prend, puisque c'est un peu la réponse la plus spontanée qui est venue. Ouais. Quelle musique Disney ne quittera jamais ta playlist ? Tu sais que je suis fan d'Hercule aussi. Oui. Donc c'est Le monde qui est le mien. Celle-là, en boucle. Quel film Disney ne reverras-tu plus jamais ? Bah, je sais qu'il y en a qui aiment bien, mais moi j'ai pas du tout accroché, mais genre Basile détective privé, enfin... Ratigan, il est horrible. Bah oui, il est flippant. Mais même, je sais pas, j'ai pas accroché, tu vois. Pour moi, j'ai du mal à le catégoriser comme un Disney, en fait. Vraiment. Je comprends pourquoi. Et alors, la dernière question qui va être la plus difficile pour toi, je pense. Si tu pouvais interagir avec Walt Disney, comment réagirais-tu ou qu'est-ce que tu lui dirais ? Bah... C'est un petit peu difficile en général quand tu vois tes idoles, t'es un peu en mode « Ouais, j'adore ce que vous faites, j'adore votre travail !» Qu'est-ce que tu peux dire vraiment d'autre, tu vois ? C'est un petit peu... Du coup, tu le féliciterais pour son boulot. Ouais, et je pense que je le remercierais beaucoup d'avoir créé tout ça. Parce que sinon, on n'en serait pas là. On se connaîtrait même pas. Oui, peut-être. Mais je sais pas, t'imagines un monde sans Disney ? Bah, c'est un peu compliqué, là. Pour moi, c'est pas possible. Disons que toute ma vie n'aurait pas le même sens, hein. Je vais pas te le cacher. C'est clair. Je suis ravie que vous m'initiez plus avec ça. D'ailleurs, c'est l'occasion d'enchaîner sur ma première question, parce que moi, je te connais plutôt bien, les gens le savent, on est quand même bien amis dans la vraie vie, mais est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos auditeurs ?
Bonjour, déjà mon prénom c'est Laetitia. Je suis une grande passionnée de Disney. Comme on a dit, j'adore les pins. J'aime beaucoup surtout les Disney classiques, donc vraiment plus tout ce qui est l'animation 2D. Je suis fascinée aussi par la construction des parcs. Donc, tu vois, les Imagineers, tout ça, pour moi, c'est un gros délire, j'adore ça. Donc, ça va jamais quitter. Puis c'est vrai que t'es une fan complète pour le coup, parce que t'es fan des parcs, fan des films et fan du merchandising. Ah oui. Et pas que des dessins animés, aussi des films. Oui, des films... Films. Genre Indiana Jones et tout. Genre Pirates des Caraïbes. Oui, non mais Pirates des Caraïbes. Non mais parce que ça, dans ma vie, mon adolescence, genre c'est un très gros moment clé. Voilà, j'étais extrêmement fan. On pourrait grave faire un podcast sur les live-action Disney, en fait. Ouais, pourquoi pas. Ce serait intéressant. Le sujet du jour, ce sont les pins Disney. Et oui. De ton côté, comment est-ce que t'es devenue collectionneuse ? Ça a commencé en 2014, où j'ai acheté mon tout premier pins. Pourquoi ? Parce que c'était le début de ce que j'appelle mon âge d'or passeport annuel. En 2014, je me suis acheté, enfin, après tous les ans, du coup un passeport, et je voyais tous les fans avec des lanières, puis tu voyais des pins qui étaient vendus dans les boutiques en fait, tout simplement. Et moi je vais sur le parc depuis très longtemps, même bien avant ça, et je me disais à quoi ça sert, tu vois, vraiment les pins, je comprenais pas trop l'intérêt. Ok. Jusqu'à ce que je venais de refaire mon passeport annuel. Je m'étais acheté une lanière Phantom Manor. Parce que là, j'étais aussi un peu dans le trip, un peu Phantom Manor, tu vois. Ok, mais je crois que tous les fans sont passés par là, tous passés par là, oui. Ou un autre. Et il y avait notamment une collection qui était sortie, elle est sortie en 2013, oui, j'ai la date précise. C'était une collection, c'était des pins sur toutes les attractions. T'en avais plein, mais de superbes. Et il y avait celui de Phantom Manor qui était quand même très intéressant parce qu'il brillait dans le noir. Et esthétiquement, il était super beau. Et ça a été mon premier pins, et ça a commencé comme ça. Donc, tu commences par un, après, t'as envie d'en acheter d'autres. Et après, tu t'arrêtes plus. À quel moment tu es passée de « j'ai quelques pins que j'aime » à « je deviens collectionneuse » ? En fait, il n'y a même pas de transition. En fait, c'est arrivé quasiment tout de suite après. Enfin, je suis devenue collectionneuse de pins parce que je les aimais esthétiquement, ces pins. C'était pas nécessairement pour faire de l'échange. Ok. Au début, en tout cas, c'était pas ça. Et d'ailleurs, actuellement, je fais peu d'échanges, en fait. Parce que, justement, j'achète des pièces que j'aime beaucoup esthétiquement. Mais, parfois, pour obtenir de plus belles pièces que tu peux pas forcément avoir dans les open éditions, par exemple, ou que tu arrives pas forcément à avoir même lors des éditions limitées, qui sont dures à obtenir aujourd'hui. On en parlera, je pense, plus tard. Oui. Mais il fallait de toute façon acheter d'autres pins pour pouvoir aller ensuite les échanger. Et peut-être que c'est là que ça a vraiment commencé. Et du coup, quand t'as commencé, est-ce que t'avais déjà conscience qu'il y avait une communauté de collectionneurs, tout un système autour des pins ? Comment tu t'es informée un peu de tout ça ? Je le voyais, quoi. Ouais. Sur les fans, sur les cast members. Et puis, y avait le Pueblo, quoi. C'est un coin dans lequel on va pas beaucoup quand on est visiteur, entre guillemets, lambda. Tu sais que tu viens très rarement. Tu vas pas forcément dans ce coin-là, parce que c'est très reculé. Mais quand tu viens souvent, t'explores plus, tu vas plus dans les coins un peu cachés. Et c'est là que tu te dis, allez, commençons. Et comment est-ce que tu choisis les pins qui composent ou pas ta collection ? Déjà, j'ai fait un choix, c'est d'avoir seulement certaines collections. Dès le début ? Ça s'est affiné en fait au fur et à mesure que j'en avais. Au début, c'est vrai que ça fonctionnait beaucoup au coup de cœur. Après, en fait, il y a un moment, je sais que t'en veux plein. T'es obligé de faire des choix. Et tu te dis, je sais qu'il y a tel thème que j'aimerais avoir, tel thème que j'aimerais avoir. Je vais essayer d'éviter d'aller dans autre chose, en fait. Ouais. Parce que après, ça devient trop brouillon. Après, ça dépend comment tu veux les utiliser. Moi, j'aime beaucoup les mettre en cadre, par exemple. Et j'ai envie qu'ils soient par thème. J'aime pas trop les mélanger complètement. Et ça a commencé comme ça. Du coup, quelles sont tes limites pour les pins Disney ? Est-ce que t'as des critères ? Oui. Alors, moi, j'ai des critères. Parce que, quand même, je pense souvent, en fait, que c'est une petite pièce de métal, certes travaillée, et que c'est un dessin et que ça demande du travail. Mais j'ai un peu du mal à mettre, pour moi, une édition limitée, enfin, pas plus cher qu'une édition limitée du jour J, quoi. Ok, donc c'est 20 €? Non, c'est 15 €. Et encore, pour moi, 15 €, ça me fait mal quand je mets 15 € dans ça. Mais même les jumbo et tout, ils sont un peu plus chers, non ? Ils sont un peu plus chers, mais alors après, ça dépend. Je parle là de pins officiels.
Je parle pas des pins fantasy, parce que les pins fantasy, ça va encore plus loin. Mais là, par contre, moi, les pins fantasy, même, je mets jamais plus de 20 €. Et encore, je trouve ça excessif. Ouais. Mais ça, ce n'est que mon avis, parce que je sais qu'il y a des gens qui parfois mettent beaucoup plus cher et ils ont des sacrées pièces. Faut les mériter un peu, ces pièces. Ouais. Mais moi, je suis obligée de me mettre des barrières, parce que comme j'ai très envie de dépenser, que j'ai très envie d'en avoir plein, je suis obligée de me mettre des limites, parce que sinon... Et c'est quoi tes limites ? Bah, comme je t'ai dit, déjà le prix. Et j'essaye de pas avoir de mêmes pièces qui se ressemblent. Ok. Voilà. Par exemple, une pièce qu'on a pu trouver souvent, par exemple, je sais pas moi, la rose de la Belle et la Bête, il en existe plusieurs versions, bah j'en choisis qu'une seule. Ok. Et le reste, je vais pouvoir les changer, du coup, pour avoir une autre pièce, un autre personnage, un autre élément. Du coup, pour donner un exemple très concret, dans tes collections, t'as La Belle au bois dormant. Oui. Du coup, tu as un pins qui représente chaque personnage ou chaque scène, enfin comment... Pas tant chaque personnage, mais plutôt des scènes. Je crois que c'est la seule collection où je vais me permettre d'avoir, par exemple, le personnage de la princesse Aurore sous plusieurs formes. C'est la seule collection. Okay. Parce que j'aime son esthétisme et j'aime bien avoir parfois juste des positions différentes, des couleurs différentes, parce qu'elle n'est pas toujours traitée de la même façon. Mais sinon, c'est des pièces différentes, des personnages, des scènes. Est-ce qu'il y a un pins ou un choix de pins que tu regrettes ? Bon, après, tu me diras, l'avantage de ça, c'est que tu peux les échanger. Bon, en fait, c'est ce qui se passe, c'est que quand finalement je les aime pas trop, bah, je vais les échanger après. Ouais. Donc, c'est jamais perdu, les pins. Ça peut c'est jamais perdu. Même si t'arrives pas à les échanger, après, tu peux les revendre. Ça fonctionne bien. Quel est ton pins le plus rare ? Ou le plus difficile à acquérir, peut-être ? Il y a une série de pins que j'ai eu beaucoup de mal à obtenir. Ça venait de la boutique Box Lunch, je crois. Oui. Tu vois, mais qui sont vendus aux États-Unis. Donc oui, quand c'est les concurrents de Hot Topic. Voilà, donc quand tu veux les acheter, il faut payer les frais de douane et d'envoi qui coûtent très cher. Ouais. Vraiment, j'avais pas envie de mettre ce prix-là, même pour ça. C'était pour un petit set des petits Pégases de Fantasia. Je vois totalement lequel c'est. Voilà. Et un jour, je vais pour un Pins Trading Day et je découvre qu'il y a une collectionneuse qui a ce set-là et qui est prête à les échanger contre le set du jour. Donc, j'ai réussi à pouvoir obtenir les pins en édition limitée du jour dont je me foutais, mais totalement. J'ai mis cher. Je les ai tous achetés. Mais du coup, après, je suis allée les échanger contre ces pins-là que j'aurais pas obtenus autrement. Et du coup, ils sont tous exposés ? Non, ils sont pas tous exposés parce que j'ai pas encore toute la place. Et que tous mes cadres ne sont pas prêts non plus. Parce que j'aime beaucoup les mettre en scène, en fait. J'aime beaucoup, pour certains, leur faire un décor derrière. Et cette inspiration-là, je l'ai trouvée chez Disney, dans la boutique Disney Gallery, là. Okay. Qui est au village. Il y a plusieurs années, en fait, parfois, c'était un cadre, je me rappelle, Bambi. En fait, t'avais vraiment un fond, un décor, comme dans le film, mais t'avais des pins de Bambi et de Pampan qui venaient reproduire la scène. Ça a été, en fait, mon inspiration depuis très longtemps. Et du coup, pour certains, je les mets en scène. Voilà. On pourra voir ça quelque part ? C'est sur ton Insta ou... Bah, ça va arriver sur mon Insta. Je suis longue à le montrer, mais ça va arriver prochainement. Et notamment, j'ai fait un cadre triptyque de Fantasia. Et j'ai l'intention, parce que je l'ai filmé, de le mettre sur YouTube. Et puis, bah, vous le verrez sûrement très prochainement. Franchement, quand on voit mon compte Instagram, on dirait pas que je collectionne de pins. Non, je suis d'accord. Mais je l'assure que c'est vrai. Mais en story, on voit, mais pas forcément en post. Oui, je le montre beaucoup en story et j'ai dans mes stories permanentes, mais pas beaucoup en post parce qu'il faut les mettre en scène et que, j'ai pas eu trop le temps de le faire, quoi. Je comprends. Et ta collection, elle se compose à la fois de pins officiels Disneyland Paris, plus de fantasy ? Oui. Et les fantasy, je suis tombée dedans beaucoup pendant la période du Covid, justement. Parce que, déjà, on pouvait plus aller sur le parc. Mon passeport annuel s'est fini pendant cette période-là. Et t'étais en manque de Disney. Ah, j'étais en manque. C'était terrible. Vraiment, au point que je rageais un peu. Je me disais, mais ils peuvent pas faire des événements en dehors du parc, même, tu vois. Ce serait bien, ne serait-ce qu'au Disney Village. Parce qu'en fait, t'es obligé, si tu veux faire du pins trading, t'es limite obligé d'avoir un passeport annuel et de rentrer dans le parc. Bah, surtout qu'ils vendent des pins sur Shop Disney, mais c'est pas du tout les mêmes.
Ouais, ils sont vendus sur le shop, c'est encore des designs différents. Mais tu sais, il y a cette dimension aussi quand tu viens échanger directement sur le parc, il y a toute une ambiance. Ouais. Ou même tu vois des pièces que tu ne vois pas ailleurs. En fait, c'est surtout ça qui est super intéressant. C'est que tu vas voir des pièces uniques, des pièces qui sont super belles, souvent même qui viennent de d'autres pays, des États-Unis, beaucoup. Et c'est génial, quoi. Enfin, moi, je préfère avoir ce type d'échange en direct, avoir le rapport avec les gens. Déjà, c'est une bonne ambiance. Plutôt que d'envoyer un pins par courrier, aussi t'as le risque de perdre ton pins par la poste. Et j'ai la chance que ça m'est pas arrivé, mais je sais que ça arrivait à beaucoup de gens. Et donc, comment tu fais pour te fournir des pins qui viennent de pays étrangers et de, je pense, des resorts américains notamment? Oui, j'en ai quelques-uns, mais je les ai eus à Paris. Enfin, je les ai eus ici. Ok. En France. Je les ai pas eus à l'étranger. Alors après, je sais qu'il y en a qui le font, mais moi, ils font comment? Il y a des groupes sur Facebook et tout, non? T'as des groupes, t'as des sites aussi. Moi, ça me stresse trop, en fait. Ça me stresserait trop. Et pour les pins fantasy, comment tu fais? Parce que, je sais qu'il y en a quand même beaucoup qui se vendent sur Instagram, mais je trouve qu'ils sont très difficiles à trouver globalement. Il y a les créateurs, notamment français, qui réinterprètent. Je pense notamment au Caillou Magique qui fait des pins absolument magnifiques. Donc ceux-là, ils sont assez simples à trouver, mais t'as quand même pas mal de collections qui sont un peu cachées, je pense par peur de se faire attraper par Disney. Il y a des personnes qui ont fait des collections où elles se laissaient pas connaître, en fait. Enfin, c'était par contact, de bouche à oreille. Mais ça se fait de moins en moins, je trouve. Enfin, vraiment. Et j'ai l'impression que Disney, petit à petit, lâche un peu la bride là-dessus. Mais c'est marrant, ça colle totalement à ce qu'on disait dans notre dernier podcast avec Mrs. Renard, qui est d'ailleurs disponible. N'hésitez pas à aller l'écouter, j'en profite pour faire ma pub. Mais elle disait justement que les pins fantasy, pour le coup, étaient même vendus maintenant aux US. Enfin, vraiment, c'est de plus en plus ouvert au niveau de Disney. Ils tolèrent de plus en plus l'univers du pins et des illustrations aussi. C'est vrai que j'ai vu chez certains collectionneurs des pins, en fait, fantasy, qui étaient à échanger. Ça se fait entre collectionneurs. Après, par exemple, tu sais, il y a le fameux tableau noir qu'on trouve où il y a des pins. Là, c'est Disney vraiment qui organise ça, avec un cast member qui présente le tableau et qui échange les pièces avec toi. Mais du coup, il a un contrôle, il vérifie si ta pièce n'est pas une fausse, s'il n'y a pas de double, et surtout pas de fantaisie. Okay. Donc ça s'échange entre collectionneurs, ça se fait de plus en plus, mais... Ça s'organise comment, ce genre d'événement? C'est un rythme régulier? Est-ce que les gens sont informés? Comment ça se passe? En fait, moi, je l'ai découvert un peu par surprise, la première fois, parce que j'allais à une vente de pins en édition limitée. Et donc ça, c'est toujours le samedi. En fait, quasiment toujours le samedi. Ok. Précisons d'ailleurs qu'il y a chaque mois, du coup, une affiche avec les pins à venir, donc qui mélange à la fois les éditions limitées et les open editions. Et généralement, pour avoir les pins édition limitée, tu me contrediras peut-être, mais maintenant ça se passe sur Lineberty, c'est ça l'application? Maintenant ça se passe sur Lineberty. Voilà, peut-être qu'on entend un peu mon désespoir là-dessus. Oui, mais à la fois c'était pas une mauvaise idée, mais c'est juste que c'est extrêmement dur, parce que ça a été une bonne idée de le mettre, parce que j'ai vécu un truc vraiment pas drôle à cause de ces ventes de pins en édition limitée, ça rendait fou les gens. Vraiment. Mais... Tu sais qu'on veut savoir. Enfin, moi je sais, mais je veux bien que tu leur racontes. Écoute, déjà, moi ça a commencé, les pins en édition limitée, la première fois que j'y suis allée, déjà que j'en ai eu un, il y avait même pas de bracelet. Il y avait même pas c'était même pas l'époque du bracelet. Donc, t'avais juste à aller faire la queue au Pueblo, et si t'avais de la chance ou t'avais pas de la chance, tu l'avais. Ensuite, est venu le temps du bracelet, sauf que pour avoir ces bracelets, il fallait arriver très très tôt. Et c'est là que parfois ça a tourné assez mal. Et la dernière fois où j'y suis allée, d'ailleurs je l'ai fait que 2 fois, et j'ai dit ok, plus jamais, parce que ça s'est très mal passé. Mais dans le sens où malheureusement il y a eu un problème d'organisation, c'est-à-dire qu'à 7h30 les gens étaient déjà derrière les grilles, tu sais, juste après la sécurité. Les grilles elles sont fermées à ce moment-là, et on était beaucoup à attendre. Moi il y avait même pas 2 personnes devant moi, entre moi et la grille. Et au moment où les grilles étaient ouvertes à 8h, les gens, il y a eu un mouvement de foule, en fait, de dingue. Et apparemment, ça se faisait pas comme ça d'habitude. Mais là, il y a eu un mouvement de foule de dingue. Les gens se sont mis à courir comme pas possible. Moi, j'étais obligée de courir, alors que je ne voulais pas courir. Mais t'es obligée, sinon tu te fais écraser, quoi. C'était ça, le risque. Ah ouais. T'avais des femmes qui couraient avec leurs poussettes. Et t'as une fille, elle s'est ramassée, mais alors, mais violemment, quoi. Vraiment.
Donc, gros pleurs, du sang, voilà, ça allait jusque-là. Grosse ambiance à Disney. Voilà, et puis t'avais la file qui se formait, et forcément t'en avais qui grugeaient, et ça a failli partir en bagarre plusieurs fois. Donc entre les personnes qui tombent, les gens qui courent avec leurs poussettes, les gens qui veulent se bagarrer, tu fais non, ça... Pour un pins, ouais. Il y a un moment, faut mais voir du coup, un peu les priorités. C'est une bonne chose, finalement, que Disneyland Paris ait mis en place tous ces systèmes. Oui. Peut-être que c'est remonté à la direction et que suite à ça, ils ont décidé de faire Line Bertie. Est-ce que tu penses que ça a pu être aussi mis en place d'une certaine façon pour éviter un peu les revendeurs ? Je sais pas si avant c'était limité par personne déjà à l'époque ? Oui, c'était limité par personne, mais ce qui arrivait souvent, c'est que t'avais beaucoup de gens aussi, parfois qui venaient de très loin. Avec toute leur famille. Voilà. Et tous leurs amis. Mais par exemple, tu vois, qui venaient de Belgique ou du sud de la France et qui venaient exprès pour les pins. Donc t'imagines le prix du déplacement juste pour des pins. Et pour revenir bredouille. Voilà, pour avoir le risque de revenir bredouille. Donc, pas terrible, quoi. Non. Depuis qu'elle a une Bertie, j'ai jamais réussi à avoir de ticket. Ok. Il y en a qui arrivent souvent. Moi, je n'ai jamais réussi quand même. J'étais hyper au taquet à 17h59 et à bien recharger tout comme il faut, être proche de la connexion Internet. Mais bon, rien n'y fait. J'ai réussi une fois à avoir un last chance. Mais le last chance, t'es pas forcément sûr d'avoir ce que tu veux. C'est comment le last chance ? Ça se passe comment ? Ça va être les pins qui te restent, que les autres personnes qui ont des tickets normaux, t'en as qui prennent toute la gamme qui sort, et t'en as qui prennent pas tout, du coup il en reste. Okay. Et les last chance, c'est ça, c'est ce qui reste. Du coup, c'est les gens qui sont là dans les environs qui peuvent potentiellement l'avoir. Enfin, comment... Mais ils ont un ticket eux aussi. Ok. Mais donc si t'es pas passé par la Line Bertie, même les last chance, même s'il en reste derrière, tu peux pas espérer les avoir. Voilà, c'est ça. Et du coup, est-ce qu'à la sortie de ces événements-là, il y a parfois des échanges entre collectionneurs qui sont faits aussi ? Ah oui, mais en fait, justement, c'est ça, c'est que... Parce que t'en as qui les prennent pour les échanger derrière, pour avoir des pièces qu'ils veulent plus. Oui, j'ai dû faire ça une fois. J'ai dû prendre des pins en édition limitée du jour pour pouvoir les échanger contre des pins que j'avais vus chez un collectionneur le jour du pins reading. Parce que, en fait, le jour où il y a les collectionneurs, c'est quasiment toujours... le jour où il y a les pins en édition limitée. Mais en général, c'est plutôt quand il fait beau. Sinon, il n'y a pas grand monde. Et le samedi matin, jusqu'en début d'après-midi. Et voilà, c'est la grosse journée. Printemps-été. Du coup, moi, je rebondis sur ton truc des last chance, parce que vraiment, ça m'intrigue. J'imagine qu'il y a des événements qui sont plus populaires que d'autres, avec des collections plus populaires que d'autres. J'imagine que parfois, il reste quand même des pins sur les bras. Oui, malgré les last chance, ça arrive de temps en temps. Dans ce cas-là, est-ce qu'il est possible d'avoir le pins d'une façon ou d'une autre ? Est-ce qu'il est vendu par la suite sur le parc ? Comment ça se... Alors tu peux les trouver, parfois tu les trouves au Pueblo, parfois tu les trouves à la boutique à côté, à l'entrée de Frontierland. Ou parfois chez Harrington, les pins ils sont en fait dans des cadres sur une caisse. Ouais. Et si tu vois qu'il reste quelques pins, tu peux demander à avoir ces pins-là, mais t'es sûr de rien. Tu vois, moi j'étais persuadée que pour avoir ce pins-là, quand il est dans le cadre, il fallait l'échanger contre quelque chose. Non, tu peux l'acheter. Ok. Voilà. Ça c'est bon à savoir. Oui, il faut avoir de la chance. Comme ça, tu peux te constituer une petite collection et ensuite... Ouais, en vrai, oui, ça pourrait tout à fait être une technique. T'achètes ce qui reste et après tu viens les échanger les jours de Pins Trading Day, quoi. Est-ce que t'as déjà participé à des événements de Pins Disney, du coup, hors sortie édition limitée ? Tu sais, les Pin Trading Night, les événements spécifiques et tout ? Non, j'ai jamais eu l'occasion, mais j'aimerais beaucoup. Peut-être qu'on peut expliquer pour les gens qui connaissent pas nécessairement le concept, quelle est la différence entre ces deux types d'events. Pour moi, la Pin Trading Night, ça se passe du coup dans un hôtel. Je sais pas si tu payes la place, puisque en fait, c'est 3 pins mystères qui sortent, plus un pins avec un cocktail. Si je dis pas de bêtises. Ah, ça, je t'avoue que je sais pas, parce que ça fait longtemps que ça a pas été fait. Ouais. Alors, est-ce que ça existe... est-ce qu'ils ont rayé ça de la carte ? Je ne sais pas. Mais du coup, donc, il y avait ça, avec effectivement des pins qui se revendent très 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 cher, en fonction de la popularité des personnages. Et la deuxième catégorie, du coup, c'est les Pin Trading Events, qui sont sur un thème donné, ou d'ailleurs... Je sais pas si on connaît les pins à l'avance ou pas. Je crois pas. Je crois que t'as juste le thème, non ? Si, en tout cas pour la petite sirène, on connaissait le thème à l'avance. Ouais. Mais aussi ce qui est bien, déjà évidemment faut que tu payes tes pins en plus de l'entrée. Mais par contre en revanche t'as des collectionneurs qui sont là, donc tu peux aussi faire du pin trading comme tu fais au Pueblo. Et du coup, après je sais pas si c'est le cas à chaque fois, mais je crois que j'en avais vu pour là-haut parce que j'étais très folle de jalousie cette fois-là. Mais du coup t'as un buffet.
Enfin, de la nourriture, et t'as des animations en rapport avec le thème. Ah, peut-être. Ouais, tu vois. D'accord, oui, en fait, je crois que je comprends mieux le prix. Oui, mais par contre, oui. C'est-à-dire que non seulement tu dois payer tes pins, sachant que je crois qu'il y en a 8 ou 10 qui sortent ce jour-là. Enfin, c'est une collection complète du truc. Oui, puis en général, ça te fait très mal au cœur parce que souvent, c'est vraiment de très beaux modèles et... Oui, c'est des scènes rares. C'est des scènes rares. Enfin, c'est dommage parfois de passer à côté, mais bon, faut mettre le prix, quoi. Ouais. Mais je me suis promis personnellement que si un jour il y avait un thème qui m'intéressait, j'y participerais. Ouais, bah c'est pareil pour moi, du coup. On ira peut-être au même. Peut-être, mais après, comme je t'ai dit, moi, les thèmes que j'aime, ils vont pas t'intéresser. Bah, Alice, faut que je me calme. Ça y est, je suis sur la fin de la collection. Là, c'est vraiment, j'ai craqué sur cela, mais à la base, j'en voulais plus des pins Alice. Mais j'ai craqué sur cela parce que vraiment, ils sont trop beaux. Je pouvais pas passer à côté, tu vois. Alors, j'avais écrit cette question parce qu'à l'époque, tu n'étais plus passeport annuel. Mais tu as repris un pass depuis. Oui. Est-ce que tu trouves que le fait de ne pas être passeport annuel, ça peut être un frein pour un collectionneur de pins Disney ? Pour des pins officiels, oui. Je trouve que c'est totalement le cas. Et c'est pour ça que je suis tombée dans les pins fantasy pendant le confinement. Beaucoup. Parce que c'était plus que mon unique source quasiment d'avoir des pins. J'ai fait beaucoup de Vinted aussi. J'en ai chopé pas mal sur Vinted. Après, bon, voilà, pour certains... J'ai failli me faire avoir une fois, par contre. Ah ouais ? Ouais. Bah, tu vois, je te parlais de cette fameuse collection de pins de la Belle au Bois dormant en vitraux. Et aujourd'hui, ils se vendent quasiment tous à 30 €. Et il y avait une personne qui le vendait à 20 €. Et comme je t'ai dit, moi, c'est ma limite. Et du coup, je me dis, allez, c'est parti, je l'achète direct. Et malheureusement, comme ça arrive parfois sur ce site, en fait, c'était une arnaque. Ok. Donc, heureusement, je l'ai vu assez tôt, parce que la personne m'avait... trop compliqué à expliquer, mais c'était pas clair du tout. Et du coup, et ce pin, je l'ai revu plusieurs fois, cette même photo, plusieurs fois vendue par cette personne après, alors qu'elle disait l'avoir vendue. Ok. Voilà, faire attention. Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui voudraient ne pas se faire arnaquer de façon globale ? Je trouvais que c'était un petit peu gros, tu vois. Par exemple, comme je te dis, ce pin, il était beaucoup vendu... aujourd'hui, tu le trouves à 30 €. Tu le trouves jamais à 20, quoi. Ouais. Très rarement, faut faire attention quand les offres sont très intéressantes, en fait. Faut vraiment demander. Bon, après, maintenant, t'as des protections sur Vinted un petit peu, heureusement. Mais après, faut pas être trop parano, sinon tu fais plus jamais, quoi. Mais je le fais rarement, maintenant. Je passe plus par vraiment les fantaisies, parce que je sais que elles ont une réputation aussi à tenir, les créatrices. Hein. Si ça se passe mal, c'est pas bon. Je pense qu'il y a 2 conseils qui peuvent être intéressants à ajouter. Le premier, c'est de bien choisir le site. Sur lequel vous allez. Pas un truc obscur parce qu'il y a pas mal d'arnaques. Si jamais vous allez sur le Bon Coin, par exemple, favorisez les échanges physiques, finalement. Parce que au moins, t'es sûr que ton pin, il se perd pas par la poste et que la personne, elle va pas l'envoyer alors qu'elle est censée l'envoyer, tu vois. Ouais. Et mon deuxième conseil personnel, c'est que si vous achetez un particulier, regardez ses avis sur Internet. Sur Vinted, il y a quand même le système de notation. Pareil sur eBay. Parce que pour moi, c'est quand même les 2 gros canaux pour acheter des pins. Ouais. Ça vaut quand même le coup. Après, faut voir maintenant aussi ce qui me freine beaucoup maintenant sur Vinted, c'est que la plupart des pins qui m'intéressent et qui sont à des prix que je considère raisonnables, c'est plus en France en fait. Maintenant, t'as beaucoup de gens qui viennent d'Italie ou de Belgique, sauf que du coup, tu payes des frais de transport encore plus chers. Et parfois, les frais sont plus chers de transport que le pins en lui-même. Mais ils sont affichés sur le site. Oui, mais tu le vois pas tout de suite et tu peux pas le faire dans le tri. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois dernièrement de sélectionner un pins, je l'ouvre dans un autre onglet et tout. Trop bien, trop beau et tout. Ah ouais, mais ça vient d'Italie. Ah, le prix d'envoi. Ah non. Ouais, c'est mort, ça dépasse mon budget. Parce que sur eBay, pour le coup, là tu le vois tout de suite. Hein. Tu sais direct. Ouais, c'est ça. Même si ça fait mal, mais tu le sais. Ouais, j'ai un peu perdu cette habitude d'eBay, moi, je t'avoue. Moi, en tout cas, j'aurais tendance à quand même globalement déconseiller Facebook. Ouais. Parce qu'il y a quand même une grosse communauté de fans acheteurs sur Facebook. Alors moi, ça s'est toujours extrêmement bien passé. Ouais. J'ai peu acheté, mais j'ai surtout beaucoup vendu. Et vu que je suis réglo, ça s'est toujours bien passé. Mais je vois quand même pas mal de messages passer en mode « Oh, n'achetez jamais chez ce pseudo, c'est une arnaque et tout. Ouais. » Pour moi, Facebook, ça craint, quoi. En fait, finalement, c'est partout, tu vois. Ouais. Faut faire attention partout et puis être vigilant. Ouais, mais Vinted, t'as quand même une plateforme où tu peux te permettre quand même d'avoir un litige, de potentiellement récupérer... Oui, t'as une sécurité pareil derrière. pour eBay. Ouais. Et le Bon Coin aussi, maintenant, j'ai l'impression.
En tout cas, quand tu fais des achats à distance, j'ai l'impression. Ouais. Pour Facebook, t'as pas ce côté-là, donc il faut quand même faire gaffe, quoi. Ouais, mais là, du coup, c'est le problème de la plateforme, quoi. Ouais, ou alors PayPal en biens et services. Tu payes un peu plus cher, mais si t'as un problème, bah tu peux récupérer tes sous. Ouais. Petites astuces comme ça. Et ton avis sur les pins fantasy? Qu'est-ce que c'est? Bon, j'ai compris que t'en achetais pas mal. J'en ai acheté pas mal. En fait, ce qui est génial dans les pins fantasy, c'est qu'ils sont justement, en fait, c'est un peu comme Disney avant, ils sont plus audacieux que ce que tu trouves aujourd'hui sur le parc. Ouais. Et certains ont vraiment leur style, t'as des thèmes que tu trouves très rarement. T'as des créateurs qui ont leur propre thème aussi, un peu récurrent. Ouais. Qui ont une patte. Ouais, c'est ça. Et ça peut être très intéressant de trouver de belles pièces comme ça. Après, il y a le prix quand même. Hein. En fait, il faut les acheter quand ils font leur pré-vente, quand ils font les Kickstarter. C'est là que ça coûte le moins cher? Oui. Parce qu'après, ils les augmentent quand ils les mettent sur leur site. Et c'est intéressant parce que je parlais un peu de tarifs. Est-ce que tu comprends le système de code des pins, à quel point certains pins peuvent être vendus cher? Est-ce que pour toi, c'est justifié? Pas vraiment. Pas toujours. J'ai un peu du mal quand, par exemple, tu vois, t'as les pins en édition limitée qui sont vendus le jour J, t'as des personnes qui mettent tout de suite sur Vinted à des prix beaucoup plus forts que le prix initial. De toute façon, ça, c'est dans toutes les collections Disney. Ouais, hein. mais Même pour les poupées je comprends pas. Je comprends pas parce que je dis pas si c'était il y a 1 an ou 2, je peux comprendre que ça augmente. Mais là, c'est tout de suite, quoi. Non, je comprends pas le fait qu'il soit aussi cher. Après, c'est parce que t'en as qui vivent de ça aussi, hein, Ah bah oui. C'est vrai, il y a certaines personnes dont c'est le métier. Je sais pas si c'est leur métier, mais qui sont un bon rajout d'argent. L'autre jour, là, quand je suis allée le 12 avril, j'ai fait un petit calcul après, parce que du coup, je connaissais les prix avec les réductions, etc. J'ai fait un petit peu le calcul de ce que je voyais sur Vinted. T'en as, ils se font des bonnes marges, hein. Vraiment énorme. Ça me surprend pas. Voilà, donc... Mais les cotes dans l'ensemble, parce qu'il y a quand même des pins qui prennent des valeurs phénoménales. Ouais, comment ça s'explique? T'as la popularité, par exemple, du personnage qui est représenté, t'as le nombre en édition limitée, d'où ils viennent aussi, s'ils viennent des États-Unis, par exemple, là c'est encore pire, ou d'autres qui sont de belles pièces, des belles éditions limitées il y a plusieurs années, tu vois, il y a quasiment 10 ans, par exemple. Ouais. Et là, oui, c'est sûr, ça s'envole, mais là, je le comprends, tu vois. Je comprends. Est-ce que t'aurais un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait commencer une collection de pins? Le conseil que je pourrais avoir, si vous voulez faire du trading, par exemple... Si vous les acheter, tout simplement. Voilà. Hein. Alors déjà, vous pouvez acheter les pins qui vous intéressent le plus directement dans les boutiques. Même au Disney Village, hein, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les boutiques du parc. C'est vrai, c'est important de le souligner. On en trouve dans les hôtels aussi. Donc voilà, vous avez plusieurs moyens d'en trouver, même en dehors du parc. Ouais. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et surtout, ce que je conseillerais, c'est de prendre aussi des pièces qui ne vous plaisent pas pour pouvoir les échanger après. Voilà, si vous pouvez venir sur le parc, en tout cas. Tout ça, c'est très stratégique. Oui, c'est de la stratégie. Voilà, tout à fait. Si vous voulez avoir des belles pièces qui vous plaisent, faut tenter comme ça. Et on va terminer par une question que j'aime beaucoup. Ton meilleur souvenir ou le pins qui restera à jamais gravé dans ta mémoire? Il y en a un qui est très cher à mon cœur. Il m'est littéralement tombé du ciel presque, on pourrait dire. C'est-à-dire, quelqu'un te l'a jeté au visage. Il est tombé devant moi, ce pins. C'était lorsque je travaillais au Disneyland Hotel. J'avais repéré ce pins. Il y avait une collection de clés, en fait, d'hôtel. Et je voulais celui du Disneyland Hotel et j'arrivais pas à le trouver à cette époque-là. Je le trouvais nulle part. C'est pas possible quand même. La collection est pas si vieille. Et je trouvais les autres, sauf lui. Jamais lui. Et je travaillais au Disneyland Hotel et t'as une enfant qui avait une lanière remplie de pins, elle secouait dans tous les sens et elle courait et le pins il est tombé devant moi, elle a couru tellement vite que j'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit en fait. Et comme je devais rester à mon poste, je l'ai pris, le pin, je l'ai mis de côté, je me suis dit, voilà, si elle revient, je lui rendrai, etc. Je t'avoue que ça m'est pas du tout venu à l'esprit de penser à le mettre aux objets perdus ou je sais pas quoi. Mais du coup, je l'ai gardé
Et je me suis dit, c'est quand même fou parce que c'est le pins que j'arrive pas à trouver, que je voulais vraiment c'est quand même une expérience très marquante dans ma vie que j'ai beaucoup appréciée, quoi. Travailler pour Disney, c'était un de mes rêves. Donc, c'est surtout lié à ça, en fait. C'est trop chouette d'avoir trouvé le pins du Disneyland Hotel au Disneyland Au Hotel. Disneyland Hotel, lors de cette expérience que j'ai vraiment adorée, qui était un rêve pour moi, quoi, de faire. Oh, c'est beau. Ouais, hein, quand même. Bon, je vais raconter ma vie aussi, mais j'ai envie d'en partager un aussi. Ah oui, vas-y. Moi, j'ai un pins qui est assez cher à mon cœur aussi, qui est d'ailleurs toujours dans ma collection de pins. Je pense que c'est l'un des premiers que j'ai acheté pour le coup. Et c'est un pins Peter Pan qui est en tailleur. Et c'est un open edition. Et en fait, je l'ai acheté le jour où j'ai eu mes 10 000 abonnés. Et je m'étais dit, je veux un cadeau, un souvenir qui va me rappeler ça. Parce que moi, j'aime beaucoup ce genre de trucs. Et du coup, j'ai ce petit pins de Peter Pan, tu vois, dont j'arrive pas à me séparer, alors qu'il est pas magnifique, mais il a une valeur sentimentale tellement forte que je m'en détacherai jamais, je pense. C'est ça le truc, en fait. C'est ça aussi dans les pins. Et justement, tu le sais, j'ai tourné une vidéo où je parle de mes anecdotes de pins. Parce que j'ai des pins qui ont des anecdotes, tu vois, fortes sur des moments forts de ma vie. On attend de voir avec impatience. Voilà, le montage est commencé, j'espère vous le poster prochainement, vraiment. Mais du coup, c'est ça en fait qui est cool, c'est que t'as certains pins qui sont vraiment reliés à des souvenirs, à des moments uniques, et quand tu le revois, ça te fait un petit truc au cœur, quoi. Non, moi, je trouve ça cool. C'est une belle expérience, en fait, le pin trading. C'est pas juste collectionner des petits pins, des petits bouts de métal comme ça. C'est de vivre des moments d'échange et de marquer des souvenirs, quoi. C'est collecter des moments de vie. Ah ouais, c'est ça. Ça fait un petit peu la petite sirène, c'est des quicks et des quacks à gogo. J'avoue, la caverne aux merveilles. C'est ça, voilà. Bon, je crois que c'est la meilleure façon possible de terminer ce podcast. Et ouais, c'était très sympa comme ça. Merci encore d'être venu. Écoute, je suis très heureuse d'avoir été là et j'espère que ça vous aura plu, à vous aussi. Écoute, on l'espère. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux. Et nous, on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Salut. Très bientôt. Bisous.